Après un épisode 1 très tourné vers les problèmes, j'ai envie d'aller dans une direction plus positive. Je suis en quête de solutions systémiques, tout simplement, et d'une économie au service du climat. Je tape donc économie écologique sur Google et je tombe sur la page Wikipédia correspondante. Cela me donne de l'espoir car des solutions sont proposées là, noir sur blanc, et illustrées avec quelques schémas moches faits sur Paint. Et une section m'interpelle, le développement de communs ou commons en anglais. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est précisément. Mais cela me semble une piste intéressante. D'autant que depuis mes études en économie, j'ai une conviction. Nous devons partager plus certaines ressources. Par exemple, les réseaux mobiles. Je trouve cela totalement absurde que chaque opérateur mobile construise son réseau d'émetteurs-récepteurs, son propre réseau de fibres, etc. Ça veut dire qu'on construit 4 fois la même infrastructure pour un résultat identique. Donc que l'on consomme 4 fois plus de ressources, que cela coûte 4 fois plus cher, etc. C'est une aberration, autant d'un point de vue économique qu'écologique. De même pour beaucoup d'équipements individuels que l'on pourrait partager. Par exemple, quelle utilité d'avoir une tondeuse à gazon, un appareil à raclette et une perceuse par logement? Ce sont typiquement des choses que l'on utilise peu souvent et que l'on pourrait partager. Bon, sauf Robert, le voisin qui fait toujours griller son fromage à côté du poêlon. On n'a pas idée de perpétrer des pareils sacrilèges. Donc cette section Wikipédia sur les communs m'interpelle et je me dois d'en savoir plus. Elle fait référence à un livre de Dali, Costenza et d'autres auteurs, appelé An Introduction to Ecological Economics. Bon, peut-être pas si fou mon accent en anglais. Déjà, il faut découvrir ce que sont les communs. Et en fait, je me suis un peu trompé sur la définition. Donc ce sont des ressources, souvent des terrains ou des zones, par exemple des forêts, des étendues d'eau, des prairies, des océans, de l'atmosphère, etc. Mais aussi du patrimoine, des objets, l'appareil à raclette de Robert ou encore des choses immatérielles, comme des connaissances ou des informations. Et oui, Wikipédia et Internet sont aussi des communs. Dans un commun, la ressource est gouvernée par un collectif, avec pour objectif de la pérenniser, et donc d'éviter de trop l'utiliser ou de la gâcher. Les membres du commun ont des droits, par exemple, droit de passage, droit d'utilisation, droit de copie, droit d'aînesse, droit de cuissage... Pardon, je m'égare. Mais aussi des devoirs, respecter les règles établies qui permettent de protéger la ressource. Donc, pour résumer, 3 éléments définissent un commun. Une ressource, des droits et devoirs et une gouvernance. Cette notion de commun est particulièrement intéressante, car elle peut être une des solutions à la crise environnementale actuelle, rien que ça. En effet, selon Elinor Ostrom, économiste américaine ayant remporté le prix Nobel sur le sujet des communs, donc notre idole à tous dans cet épisode, elle concerne avant tout les biens communs. Et ceux-ci sont définis par des choix politiques ou collectifs, contrairement à ce qu'affirmait ce bon vieux Paul Samuelson. Cet économiste américain considérait que pour définir un bien comme collectif, il doit être non-rival, peace and love, c'est-à-dire que l'usage de ce bien par une personne n'empêche pas une autre de l'utiliser. Et non exclusif, c'est-à-dire que l'on ne peut exclure personne de son usage. Un bon exemple serait un phare ou l'éclairage public ou encore un paysage. De l'autre côté du spectre, un bien est considéré comme privé par nature lorsqu'il est rival. C'est-à-dire que l'usage par une ou plusieurs personnes prive les autres de son usage. Et exclusif, c'est-à-dire que l'on peut empêcher l'usage de ce bien par d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on est en mesure de le privatiser. Que ce soit par des barrières, des mots de passe, des portes, un animal très méchant, un zombie ou tout autre moyen de protection. Ainsi, dans cette théorie de Samuelson, les biens sont par nature privés ou collectifs. Mais en réalité, on se rend compte que très peu de biens sont des biens collectifs purs ou privés purs, et que c'est avant tout une question de choix politique, de société. T'avais tort, Polo. De plus, cette approche a conduit au désastre écologique actuel. En effet, de nombreux biens naturels comme les forêts ou l'atmosphère devraient être considérés comme des biens communs, mais ils sont rivaux et exclusifs. On peut tout à fait privatiser une forêt et l'usage de celle-ci peut empêcher les autres usagers d'en profiter. Par la surexploitation du bois, le piétinement, le bruit, la chasse, les beaufs et les emmerdeurs, etc.
Ainsi, l'on a privatisé de nombreuses ressources au nom de cette théorie, qui ne définissait pas la nature et les ressources naturelles comme des biens communs. Et ça, c'est très très mal. Il a également été théorisé par Garrett Hardin, un sociobiologiste. J'ignorais l'existence des sociobiologistes, sûrement une espèce très bizarre. Mais bon, dans les années 60, il a théorisé la fameuse tragédie des communs, qui expliquait que les biens communs laissés en accès libre finissaient inévitablement par être surexploités, sauf s'ils étaient nationalisés ou privatisés, et que l'on contrôlait la démographie et la natalité. Un bon petit démocrate, ce Garrett. Ce théoricien a beaucoup inspiré les politiques publiques depuis, et a permis de justifier de nombreuses privatisations de biens communs. Ce en quoi Hardin avait raison, c'est en effet qu'une ressource laissée en accès libre, sans règles, peut être surexploitée. Mais sa conclusion est trop rapide. La nationalisation ou la privatisation ne sont pas les seules voies qui permettent la préservation des ressources. D'ailleurs, nous avons bien constaté depuis cette époque que de nombreux biens privatisés, notamment des terrains, ont été massivement surexploités, artificialisés et ont créé de nombreux impacts négatifs sur l'environnement. De manière évidente, quand une entreprise possède un terrain avec une usine et que l'usine rejette des polluants de manière très importante, cela est néfaste pour l'environnement et les populations. Et l'entreprise ne paye généralement pas pour cette pollution. Et ça, c'est très mal encore une fois. Du côté des nationalisations et de la propriété publique, certaines ont permis de protéger des ressources, n'en doutons pas. Par exemple, en créant des parcs naturels ou des zones protégées. Mais d'autres ont mené également à des surexploitations, par la création d'infrastructures publiques comme des routes, des ponts, du mobilier urbain, des bâtiments, etc. Ou la privatisation de ces biens par la suite. Coucou Jacques Chirac. Vous connaissez l'histoire, l'artificialisation des sols ne fait que progresser. Et détériore la biodiversité, amplifie les risques d'inondation, détruit des végétaux qui absorbaient du carbone et participe donc au réchauffement climatique. Réduit les terres agricoles, accroît les nuisances sonores, visuelles, la pollution, nous fait perdre nos illusions et nos rêves d'enfants, etc. Bon. Ainsi, la théorie des communs portée par Elinor Ostrom veut proposer une alternative. Et pour ça, on lui dit merci. L'idée est que ces biens communs peuvent être préservés et développés via une gestion collective, qu'elle soit portée par l'État, par des institutions publiques ou par des associations, des fondations, des groupes d'individus ou par les piliers du bar du village. Cela répond bien là à notre problème actuel sur Terre. Une utilisation trop importante d'énergie, de minerais et d'eau notamment, ainsi qu'une destruction globale du vivant. #bravo les humains. Bon, c'est bien le problème auquel nous faisons face avec ces biens communs. Et il n'existe généralement pas de gouvernance pour s'assurer de les protéger. Rien ne gouverne réellement l'atmosphère, l'eau potable, les océans, au niveau mondial. C'est donc cela qu'il nous faut. Des gouvernances au niveau mondial, national, local, pour chacune de ces ressources que nous voulons protéger ou développer. Allez, j'ai trouvé la solution à tous nos problèmes. Alors, comment le mettre en place efficacement ? Eh bien, dans un commun, il y a des règles à respecter. Ce commun gère ses ressources de façon durable et les utilise de sorte que leur renouvellement soit assuré. Par exemple, l'eau douce, les forêts, les rivières, etc. peuvent être gérées par un commun. Mais la question que je me pose à ce stade est comment s'assurer que ces communs sont bien gérés ? Parce que l'on connaît tous des collectifs et des associations qui dysfonctionnent. Alors pourquoi en serait-il autrement de ces communs ? D'après Ostrom, il faut des méta-règles, c'est-à-dire des règles qui s'appliquent quand les membres du commun ne sont pas d'accord dans l'interprétation des règles de base. Par exemple, si une règle dit que dans un lac, les poissons ne doivent pas être pêchés avant d'avoir atteint l'âge adulte, et qu'un pêcheur affirme que le poisson qu'il a pêché est adulte, je vous jure, il est grand, regarde comme il est grand, mais que d'autres personnes sont en désaccord, une procédure doit exister pour arbitrer le conflit. Cela peut être une personne ou un conseil qui arbitre le différend, par exemple, ou Yoda, ou Gandalf, le Dalai Lama, la matrice ou le sage du village. Il doit aussi y avoir des personnes et des institutions chargées de contrôler et de faire respecter les règles. Et ensuite, il y a des sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces règles. On ne rigole pas avec la protection des ressources. Enfin, le commun doit s'auto-gouverner, donc pas d'ingérence, pas de « Mais attends, ce petit terrain-là, on doit pouvoir le vendre une petite fortune !» Non, 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 le commun gère en totale indépendance sa ressource. Il faut savoir que les communs existent depuis très longtemps.
Avant la période des enclosures en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, une partie des terres était gérée par des communautés, dont les membres étaient appelés commoners. Les historiens nous font part du fait que ces communautés étaient très festives. Apparemment, ça jouait de la cornemuse à fond les ballons et ça ripaillait jusqu'à ce que la panse soit bien tendue. Et au fur et à mesure, les terres ont été clôturées et privatisées par le clergé, la noblesse et l'État. L'État était particulièrement engagé dans ce mouvement de privatisation. Il surveillait même de très très près les anciens commoners. Ceux-ci étaient même passibles de la pendaison s'ils ne respectaient pas la propriété privée. Quelle violence! Des historiens ont montré que dans le monde entier, et même assez récemment, les communs constituaient même la majeure partie des terres. Mais avec la libéralisation et le développement du marché dans les années 70 et 80, ils ont peu à peu disparu. Et certains effets très négatifs sont apparus. En ce qui concerne l'agriculture, les rendements ont commencé à chuter, les sols étant surexploités et la terre très abîmée et appauvrie. Des communautés qui subvenaient à leurs besoins ont commencé à ne plus être en mesure de le faire. Et cela a provoqué des déplacements massifs de populations paysannes qui cherchaient un emploi. Dure vie sur la route. Ainsi, c'est dans les années 80, en partant de ce constat, qu'Elinor Ostrom a travaillé sur des solutions à l'appauvrissement des paysans et a été une des pionnières sur ce sujet des communs et a permis de le faire ressurgir. Elle a établi que la perte des communs, notamment dans les pays du Sud, était à l'origine de nombreux problèmes, en particulier environnementaux et sociaux. Bon, si l'on résume à ce stade ce que l'on a appris. Les communs sont une forme de propriété collective, basée sur l'usage, qui permet de gérer une ressource, de la protéger, voire de la développer. Elle donne des droits et des devoirs à l'ensemble des personnes bénéficiant de cette ressource et possède une gouvernance démocratique qui fait appliquer des règles. Les communs, c'est une ressource, une gouvernance, des droits et devoirs. Les communs peuvent être une solution pour protéger la planète et ses ressources. Enfin, les communs étaient historiquement majoritaires et leur fin a eu des conséquences néfastes sur de nombreuses populations, notamment paysannes, et a dégradé l'environnement. Bon, alors maintenant, il nous faut des exemples, et c'est là que ça se corse, parce que même en cherchant bien, je ne trouvais que peu d'exemples à large échelle et qui ont montré une vraie efficacité. Cependant, il y a une myriade d'exemples de communs à l'échelle locale. Regardons quelques exemples déjà au niveau mondial. Un premier exemple, très connu, et qui a eu un succès exceptionnel, c'est au Costa Rica, avec le PES. Non, je ne parle pas du jeu de foot pour les plus cultivés d'entre vous, mais du Payment for Ecosystem Services, donc le paiement pour services rendus par l'écosystème. Qu'est-ce que cette chose ? L'idée, c'est de rémunérer ceux qui permettent d'avoir plus de nature, parce que la nature nous rend des services. Et oui, quand vous allez à la plage, le sable et l'océan, ce n'est pas grâce aux humains. Et quand vous allez vous balader en forêt, vous profitez du travail de la nature. Et quand vous admirez un superbe paysage, c'est gratuit. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos forêts. À la fin des années 80, le Costa Rica avait de très gros problèmes de déforestation. Ça découpait des arbres à la pelle, enfin à la hache et à la tronçonneuse. Ça déboisait trop fort, trop vite, et le gouvernement a dû réagir. Ils étaient passés de 72% du territoire couvert de forêt à 21%. Vous imaginez, cela avait été divisé par plus de 3. Et cela était à cause du développement de l'agriculture, en particulier de l'élevage. Et pour stopper ce désastre, le gouvernement a mis en place 2 choses. 1. Créer 140 zones protégées, représentant 27% du territoire. 2. Créer le PES, géré par une fondation indépendante. Le PES a pour objectif de protéger et de développer les zones de forêt et de nature, et de mettre plus de buts que l'adversaire. Il est financé par une taxe sur les énergies fossiles et une autre sur l'eau en bouteille. Il paie des agriculteurs ou des propriétaires terriens qui transforment leurs terres en forêt à raison d'un prix par hectare reboisé ou renaturé. Ce prix étant attractif, les agriculteurs ont tout intérêt à transformer leur surface agricole en nature. Le PES tire aussi une très petite partie de ses revenus de vente de crédits carbone à des entreprises via la plantation de nouveaux arbres.
ce qui permet à ces entreprises de compenser certaines de leurs émissions. Le succès de ce programme est incroyable, car aujourd'hui, la couverture de la forêt est passée de 21 à 58% du territoire au Costa Rica. Un autre exemple. DNDi, Drugs for Neglected Diseases Initiative. Créé en 2003, son objectif est de trouver des traitements pour les maladies présentes en majorité dans les pays pauvres et tropicaux, qui intéressent trop peu malheureusement les grandes entreprises pharmaceutiques, par manque de rentabilité et de solvabilité des populations. Ce commun, qui regroupe l'OMS, Médecins sans frontières et 5 institutions de recherche internationales, et collabore également avec des entreprises pharmaceutiques, fait de la recherche et délivre des médicaments pour ces maladies négligées. Je trouve que cette initiative est vraiment exceptionnelle. L'idée est ici de mettre en commun la recherche et surtout l'accès au traitement. Depuis sa création, 2 nouvelles molécules ont été trouvées pour soigner la maladie du sommeil et l'hépatite C, et 10 traitements ont été développés à partir de molécules existantes recombinées pour la malaria ou Chagas, etc. C'est un succès phénoménal avec un impact planétaire. D'autres organisations du même type ont vu le jour, comme le CEPI, mis en place après l'apparition d'Ebola. L'enjeu aujourd'hui est celui de l'accès au traitement, donc que ce soit pas cher et que ce soit industrialisé. Et les brevets sur les traitements sont de plus en plus contestés, car l'on remarque qu'ils peuvent limiter l'accès dans les pays les plus pauvres. La mise en place de communs dans le domaine de la santé et du développement de traitements tombe sous le sens et permet de répondre à des enjeux majeurs de santé publique mondiale. Et on dit bravo DNDi. Bon, parlons d'un autre exemple au niveau mondial. Le 5 mars dernier était signé un accord pour la protection de la haute mer qui a été décrit comme historique. On pourra en juger d'ici quelques années. Il a pour objectif de protéger la faune et la flore marine des activités humaines en particulier. Oui, même les méduses, même les oursins. Il propose en particulier la possibilité de créer des aires marines protégées hors des territoires des États. C'est un premier pas vers une gouvernance des zones marines n'appartenant à aucun État, car trop loin des côtes. Pour le moment, ces zones, c'est plutôt « Oh, ça n'appartient à personne. Bon, alors je vais aller tout prendre. » Petite dédicace aux bateaux chinois au large, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Cet accord doit encore être mis en application, mais des organes de gouvernance régionaux seront chargés de le faire appliquer. C'est tout de même un pas en avant et une excellente nouvelle pour la protection des océans. Enfin, un autre exemple très parlant est l'atmosphère et le climat. C'est un bien commun, évidemment. Bah ouais, s'il fait 45 degrés en mai et qu'on n'arrive plus à respirer à cause de la pollution, on va rigoler. Mais ce n'est pas un commun. En effet, il n'est pas géré de façon démocratique, la gouvernance de l'atmosphère au niveau mondial étant limitée. Si les COP ont essayé d'instaurer une gouvernance, celle-ci n'a pas de pouvoir contraignant afin de faire respecter les règles, et n'a pas de règles pour arbitrer les conflits dans la réalisation des objectifs. Il manque donc une contrainte qui force les pays à agir et à respecter les objectifs annoncés. Et comme les pays sont tous extrêmement responsables et très déterminés, ça se passe sans aucun problème. Bon, à plus petite échelle, au niveau local, on trouve une multitude d'exemples. L'exemple historique est le champ, géré et exploité par des membres d'un village. Il existe aussi de nombreux immeubles gérés par leurs habitants en communauté, avec partage d'espaces communs, de matériel, etc. Des forêts sont aussi gérées de cette façon, ainsi que des pêcheries. Ça permet de gérer les arbres, les poissons et les sols de façon durable et d'assurer un accès équitable aux ressources dans la communauté. En conclusion, développer des communs autour de toutes les ressources qui nous sont chères, que ce soit au niveau local ou international, est une des clés pour protéger la planète et améliorer notre avenir. En bref, c'est le top. Alors allons-y, lançons-nous sur l'autoroute du changement. Que ce soit une forêt près de chez vous, grignotée peu à peu par des projets immobiliers, des objets ou des outils que vous pourriez mettre en commun dans votre voisinage.
une rivière vide de poissons et polluée par les industries, ou au niveau mondial, protéger la faune et la flore marine ou terrestre, réguler les émissions de gaz à effet de serre, gérer les stocks d'eau potable. Mettons en place des collectifs, des gouvernances, des règles autour de ces ressources que nous voulons protéger. Au niveau local, créons des associations, des fondations ou simplement des collectifs de protection des ressources. Faisons pression pour qu'au niveau national et international se mettent en place ces communs. J'espère que cet épisode, plus orienté solution et plus positif, vous aura apporté de la bonne humeur, de l'espoir et une belle envie d'agir. Allez, prenez soin de vous.